si vous en êtes d'accord, on passe à la séquence suivante en remerciant Martine et François. Et on passe donc à la dernière séquence liée à ce qu'était l'ouvrage de 1998, donc qui reparcourt ce qu'était la recherche, autour cette fois d'une thématique qui est l'habiter la ville, avec donc Marion Segaud et Lucie Bonny. Et donc sur la même logique à nouveau pour vous deux, un propos liminaire et puis un temps d'échange. Ah non, il y a une erreur sur l'affichage. Habiter la ville, c'est donc Marion Segaud et Lucie Bonny, et non pas Martine Berger et François Cusin qui étaient sur la séquence précédente. Bien, on a beaucoup parlé du temps et ce forum s'inscrit dans une période annoncée comme 25 ans déjà, un passé assez lointain, et les 25 ans, un avenir encore lointain, j'avoue. Bref, donc nous avons décidé avec Lucie et compte tenu du temps qui nous est imparti, de nous focaliser sur la question du changement, à propos de Habiter la ville, qui était le titre de la dernière partie de l'état des savoirs. Donc ça sera à partir de la question du temps, mais aussi évidemment à partir de la question de l'espace, que je proposerai quelques suggestions. Je dis quelques suggestions parce que je ne vous cache pas que je suis complètement déconnectée de logement et habitat et que c'est Lucie qui a fait l'essentiel du travail. Donc je me contenterai simplement d'essayer de faire quelques réflexions qui me sont venues par rapport à d'éventuelles recherches dans les 25 ans à venir. Voilà, donc je voudrais d'abord resituer le contexte, on vient d'en parler. Le contexte, c'est vrai que ça explique beaucoup de choses. Le contexte de la parution de cet ouvrage État des savoirs, qui a profité de la volonté de François Gèze à l'époque, qui dirigeait la découverte, de créer une nouvelle collection qui s'appelait Texte à l'appui, État des savoirs. Donc c'était vraiment une occasion pour le réseau, enfin moi c'était comme ça que je l'avais pris, pour essayer de visibiliser le travail d'un certain nombre de chercheurs et pour le rendre visible pour l'enseignement. Donc c'était quand même un contexte où il y avait déjà beaucoup de recherches qui étaient faites et qui nous semblait que la publication était quelque chose d'absolument indispensable pour continuer et pour visibiliser les choses. Quand j'étais, je me souviens, au PUCA, j'avais aussi une espèce d'obsession de vouloir publier les choses. Donc là, c'était de faire publier les recherches, etc., pour les mettre dans le monde, et non pas qu'elles restent comme des rapports scientifiques à la documentation. Donc c'était vraiment une opportunité tout à fait intéressante que cette collection, cette nouvelle collection. Nous avons, il faut aussi le rappeler, associé deux termes, logement et habitat. Nous les avons associés, et je ne sais pas si je serai contrée là-dessus, mais il me semble que c'était une volonté pour justement, dans cette volonté de visibiliser les choses, de montrer qu'il existait une sorte de champ organisé auquel pourrait participer l'ensemble des sciences sociales qui travaillaient sur ces deux notions. Donc, l'aspect qualitatif nous semblait
très très important, et d'ailleurs c'est pour ça que vous aurez remarqué que habiter constitue le dernier chapitre de l'ouvrage. Alors on peut s'interroger, consécration, reste, comme aurait dit Lefebvre, ou reliquat, peu importe. Aujourd'hui, je passe donc au contexte d'aujourd'hui. Si le logement et l'habitat sont aussi des questions, et plus que jamais des questions d'actualité, je dirais qu'il devient encore plus une urgence compte tenu de ce que nous voyons tous les jours, c'est-à-dire des masses urbaines en mouvement. Donc le changement global, et on le sait, tout le monde le sait, est omniprésent. Et ce changement global nous pousse quand même à nous interroger sur un certain nombre de notions qui nous ont servi à définir l'habiter, par exemple, et essayer de, non pas de proposer, ça serait beaucoup trop impossible pour l'instant en tout cas, de proposer des directions de recherche et des notions, éventuellement des notions nouvelles, en tout cas de les réinterroger. Donc, c'est ce changement énorme que nous vivons nous place dans un temps qui me semble un temps qui n'est plus le temps continu d'avant, qui était un temps qui était lié à l'idée de croissance, à l'idée de progrès à travers le développement, etc., ce qu'on appelait le développement. Donc, à l'idée de l'entrée dans la modernité. Le temps était comme une sorte, inclus dans une sorte de continuum qui inclinait les anthropologues, évidemment, à classer les sociétés à l'aune de leur développement technologique. Et donc, les classer, c'est donc les hiérarchiser aussi. Eux et nous, ici et là-bas. Et cette idée évolutionniste qui marchait très bien du temps de Darwin, il faut le dire, n'a plus du tout le même sens dans l'état de globalisation que nous vivons et que nous allons vivre encore plus vite aujourd'hui. Les nouvelles technologies dont on parlait tout à l'heure ont donc pénétré toutes les sociétés du monde et elles ont contribué à exploser finalement les anciennes conceptions du temps et de l'espace. La relation entre proximité et distance a totalement changé. Donc nos repères séculaires, temps et espace, se sont modifiés. Et c'est pourquoi je pense qu'il est absolument urgent de se réinterroger et de réinterroger le chenal du progrès avec ces deux balises, espace et temps. Par exemple, la généralisation des portables, l'utilisation de Skype, effectivement, modifie complètement le rapport entre ici et là-bas. L'instantanéité fabrique des espaces complètement imbriqués, des espaces éphémères. L'interconnexion, finalement, modifie notre vision des lieux. Et toutes nos représentations sont à revoir grâce à cette sorte d'instantanéité. Alors, s'il apparaît que habiter la ville ou le logement ou l'architecture, dont on ne parlera pas ici, hélas, paraissent encore avoir un sens, l'analyse de notre relation à l'espace ouvre un champ à de nouvelles investigations. On parlait de notions et de contextualiser des notions. Je pense qu'il va falloir réviser un certain nombre de notions qui nous ont permis de définir, d'approcher, d'étudier l'habiter. Et je pense aux notions, par exemple, d'appropriation, de chez-soi, de vie quotidienne, etc., de socialisation de l'espace. Et je dirais en passant qu'on a quand même tendance à oublier que notre vision du logement repose sur quand même une vision une vision occidentale, et que elle a été façonnée par un contexte qui était un contexte particulier.
et qu'on a chargé aussi ces notions de tout un ensemble de valeurs, des valeurs identitaires, des valeurs familiales, patrimoniales, comportementales, éthiques, etc. Et n'oublions pas que, non plus que pendant très longtemps, savoir habiter a été un outil pédagogique pour certains groupes sociaux depuis le XIXe siècle. Donc cette vision du monde, pour en élargir encore les choses, est aussi donc ancrée sur une vision traditionnelle de l'espace qui nous a façonnés culturellement, où l'espace est conçu comme un contenant, homogène, unitaire en fait, comme une sorte de réceptacle d'un contenu social. Et comme le notera Lucie tout à l'heure, il est intéressant de constater que le terme habité depuis 10 ans en France se décline dans tous les domaines, à toutes les échelles et à toutes les vitesses. Et on peut donc s'interroger sur ce que cache cet emploi. On va jusqu'à habiter la couleur, je crois. On habite les réseaux. Qu'est-ce que cache cette notion, cette utilisation généralisée du terme habité? On peut s'interroger sur aussi la pertinence de ce terme dans l'avenir d'un monde qui est pris dans un vaste maelstrom de flux. Or, quand on réfléchit au terme habité, traditionnellement, on voit que ça se développe dans un temps long, relativement long, qu'il est donc l'objet d'un processus d'engendrement, qu'il se construit physiquement, socialement et symboliquement, premièrement. Que aussi, il requiert une certaine fixité de l'espace. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, on avait appelé cristallisation des pratiques. Habiter, donc, implique un certain pouvoir de l'individu sur l'espace, une construction, un temps long nécessaire à l'établissement du mode d'habiter. Il interpelle l'identité et manifeste des traits culturels. Tout cet ensemble possède une certaine dimension conservatrice. Alors, il m'a semblé que l'entrée par la notion par l'espace pouvait permettre de mieux saisir ces transformations que nous commençons juste à subir. Ceci à condition évidemment de suivre les recommandations de Martina Löw, dont l'ouvrage Sociologie de l'espace a été traduit tout à fait récemment, mais qui date déjà du début des années 2000, et de voir avec elle que, en fait, ce qui s'est passé dans la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, c'est un tournant absolument incroyable qui implique des transformations absolument radicales, à la fois dans l'organisation spatiale des sociétés et dans l'organisation sociale des espaces. Donc, ce constat du grand tournant, ce qu'elle appelle le spatial turn, s'est accompagné dans certains pays du renouvellement de la pensée ou des pensées sur les espaces. Et ce renouvellement pousse en fait à abandonner, ou en tout cas à mettre un peu sous le boisseau, la conception classique d'espace considérés comme des contenants fixes, comme des réceptacles préexistants, mesurés de manière identique et évalués aussi selon la valeur marchande, espace homogène, représentation euclidienne, mais plutôt, comme maintenant, l'envisager comme un système de relations en mouvement. Ainsi, l'espace unitaire, qui est l'arrière-plan de l'action, qui fonde aujourd'hui nos représentations classiques de l'espace. On vit dans le logement, on vit dans le quartier, on vit dans la ville.
que ce type de conception doit être un peu renouvelé par une conception de l'espace où le processus de l'action, la place, joue un rôle important. Il peut par exemple y avoir une multiplicité de lieux, éphémères ou fixes, dans un même espace. Il existe des formes immatérielles, non territoriales d'espace, issues de l'avènement d'espaces interconnectés. C'est pourquoi les phénomènes de mobilité, les phénomènes migratoires amplifiés et généralisés peuvent constituer, à mon avis, des objets de recherche encore peu exploités. Le cyberespace est fait d'espaces multiples qui s'entrecroisent et qui bousculent nos anciennes représentations de vivre dans l'espace. On pourrait étudier ces phénomènes sociaux que sont ces engendrements, ces constitutions d'espace résultant des effets conjugués des lieux, des individus et des institutions. Pour conclure, je dirais que l'anthropologue a du travail parce que, évidemment, les conditions ont totalement changé. Si, depuis le début de l'anthropologie, on étudiait l'autre dans sa diversité, en le comparant à notre propre regard, qui était généralement un regard occidental, aujourd'hui, l'anthropologue du contemporain est invité à abandonner ses marqueurs classiques, le progrès, l'évolution, et, comme dit Marc Abélès, en s'immergeant dans un rapport immédiat au vécu et au singulier, dans l'ici et maintenant. Désormais, l'observateur et l'observé sont pleinement contemporains, ils sont de plein pied, dans la mesure où ils partagent justement le même temps réticulaire. Et plus que jamais, je dirais que comparaison n'est pas raison. Il est nécessaire de remettre en cause notre regard afin de conserver une sorte d'étonnement anthropologique indispensable à la remise en cause de nos certitudes. Et je terminerai en disant que si la question des populations migrantes, de leur rapport au territoire n'est pas nouvelle dans l'histoire, et comme dans la littérature scientifique, effectivement, on assiste aujourd'hui, vous le savez, à des mouvements de masse tellement grands avec des effets en tout genre, et que ça me paraît être des opportunités pour suivre justement les conditions d'engendrement, de constitution de ces nouveaux espaces et de leur transformation. Par exemple, des formations spatiales aussi différentes, par exemple qu'une diaspora ou qu'un campement ou qu'un territoire ou qu'une décharge publique, une stratification sociale même, ne sont que des variantes d'agencement relationnel. Dans leurs relations mutuelles, elles créent un ordre social que le chercheur pourra saisir dans la vie quotidienne. On pourra étudier, par exemple, in vivo, l'engendrement d'espace-temps dans des lieux de regroupement, habiter le campement, par exemple. On pourra aussi étudier les forces et les actions innovantes et créatrices qui constituent l'espace matériel, mais aussi symbolique de la vie quotidienne, à la lumière du choc de ces mobilités incertaines si particulières. Habiter, oui, toujours, mais plus que jamais cohabiter. Alors, je vais poursuivre sur cette question du changement social et de sa traduction spatiale, qui constitue donc le fil rouge de notre présentation. Alors, cette question, elle n'est pas nouvelle. Cependant, alors qu'il a longtemps été question de l'adaptation plus ou moins enjointe au changement, en lien avec le progrès, le développement, la modernisation qu'évoquait Marion, la question du changement fait désormais davantage référence à la crise économique, crise sociale, écologique qui traverse nos sociétés. Il s'agit dès lors d'appréhender cette crise multiforme dans ses diverses échelles spatio-temporelles et notamment d'interroger la façon dont les habitants s'y adaptent ou y résistent. Donc, dans cette perspective, je vais évoquer 3 thématiques qui me semblent actuellement particulièrement travaillées par les chercheurs. On peut d'abord mentionner les travaux faisant référence à la crise du logement,
lors des journées jeunes chercheurs du Réal en juin dernier, de nombreuses communications portaient sur les manières d'habiter autrement, en marge des normes dominantes, qu'il s'agisse de colocation à projet solidaire, d'habitat léger ou mobile tels que les yourtes, les cabanes, les caravanes, ou encore des formes d'habitat participatif, partagé, groupé, autogéré, etc. Cet essor des recherches sur les manières non ordinaires d'habiter ou sur l'habitat non ordinaire rend compte de la débrouille, des tactiques déployées par les habitants pour faire face à des situations de vulnérabilité résidentielle amplifiées par la crise économique. Les autres situations relevant de formes d'expérimentation ou d'innovation en matière d'habitat, j'y reviendrai. Ces travaux montrent aussi les efforts, me semble-t-il, fournis par les chercheurs pour approfondir l'exploration de l'objet habitat jusqu'à ses marges et une nouvelle manière d'aborder la question des usages en éclairant les normes à travers leur transgression. Autre thématique rendant compte du changement social, celle du développement durable et la transition énergétique. Alors, j'évoquerai simplement l'exemple des écoquartiers. Il y a un certain nombre de recherches, et notamment des thèses, qui interrogent les décalages entre les principes de conception, la projection des modes d'habiter et les pratiques réelles des habitants. Et ces travaux soulignent souvent les contradictions des éco-habitants et les difficultés de changement de comportement qu'implique le fait d'habiter des environnements labellisés. Donc on retrouve un peu dans ces travaux une réflexion ancienne sur l'accompagnement des conduites sociales par l'espace et ses usages. Enfin, alors sans parler de crise de la famille, les recherches récentes soulignent, en lien avec la transformation du monde du travail, mais aussi avec l'évolution des mœurs, une diversification non seulement des structures et des relations familiales, mais également des espaces dans lesquels ces familles, ces relations s'inscrivent et les usages qu'elles font de ces espaces. Donc, Catherine Beauvalet nous en a déjà donné quelques exemples. On peut aussi dire que ces recherches décrivent une ouverture des relations familiales à d'autres espaces que le seul logement. Elles décrivent également des usages originaux du logement par les familles qui sont encore parfois qualifiées de nouvelles, donc les familles recomposées, les familles monoparentales ou les familles homoparentales. On peut également évoquer que dans un contexte de vieillissement démographique de la population, il semble que la problématique de l'habitat des personnes âgées soit de plus en plus travaillée, ou en tout cas soit amenée à l'être. Juste une remarque, cette recomposition des modes d'habiter en lien avec les transformations sociales s'observe aussi dans les pays du Sud. Donc pour ne prendre que l'exemple de l'Afrique subsaharienne et de quelques travaux qui ont porté là-dessus, les chercheurs constatent que les modes d'habiter évoluent en lien avec la transformation de la famille, donc l'individualisation des cours communes, le développement des studios d'habitation, des résidences meublées qui répondent aux besoins d'autonomie des jeunes. Évolution en lien avec la crise économique, avec le développement de la sous-location, de la colocation par exemple, mais aussi en réponse à l'insécurité grandissante par l'érection de clôtures autour des logements par exemple. Alors, les habitants ne font pas que subir le changement, mais ils y contribuent également. Donc il s'agit aussi, pour les chercheurs, de s'intéresser à ce que les pratiques habitantes font aux espaces dans lesquels elles s'inscrivent et à la production desquels elles participent. Donc, qu'elles portent sur l'appropriation du logement ou de l'espace public, par exemple, ces recherches font très souvent référence à Henri Lefebvre, dont la pensée semble revenir en force dans le champ des études urbaines, comme en témoignent les publications récentes sur cet auteur. D'ailleurs, dans le sillage de ces réflexions sur le droit à la ville, et puis pour illustrer un peu ce rôle conféré aux habitants dans la production de l'espace, j'évoquerai le succès que connaît actuellement la notion de bien commun ou de commun chez les analystes de l'urbain, mais aussi chez les acteurs de la ville. À titre d'exemple, lors d'un colloque organisé en 2015 à l'école d'architecture de Lyon, intitulé « Faire la ville en bien commun », les intervenants s'interrogeaient ainsi dans quelle mesure l'habitat et l'espace public relèvent-ils de ce type de ressources en partage ? En quoi les pratiques des communs retravaillent-elles les usages de l'espace public comme lieu privilégié des sociabilités urbaines, mais aussi comme espace de débat, voire de délibération ? Comment se structure socialement et politiquement la ville avec les communs ?
Alors, concernant les outils d'analyse, les notions d'habiter, d'appropriation, d'usage, de vie quotidienne, qui étaient mobilisées dans les divers chapitres de l'État des savoirs, sont devenues, nous semble-t-il, usuelles, au point qu'elles font rarement l'objet de définitions estampillées. Alors, on observe, Marion le signalait, hein, une explosion des recherches sur l'habité à partir des années 2000. À titre d'exemple, hein, quelques titres d'ouvrages qui font explicitement référence à cette notion. On trouve habiter le cybermonde, habiter la mer, habiter la nature, habiter le nouveau millénaire, habiter l'école, habiter les aéroports, habiter la modernité, habiter un théâtre, habiter son corps, habiter la couleur, etc., etc. Donc ça confirme vraiment l'importance prise par cette notion, mais aussi sa plasticité, hein, son caractère englobant, et on s'interroge donc sur sa capacité à rendre compte du rapport à l'espace et plus largement au monde. Alors, dans le contexte actuel de changement social et de montée des incertitudes, hein, qu'évoquait aussi Stéphanie Vermersch, les chercheurs décrivent une diversification des déterminants sociaux des modes d'habiter et une forme d'individualisation des pratiques. Ainsi, si le rapport à l'espace habité est toujours dicté par le statut social, il semble que les variations interindividuelles s'expliquent également de plus en plus par d'autres facteurs que sont le genre, l'âge, l'origine ethnique, la position dans les trajectoires résidentielles, mais aussi les contextes résidentiels. Donc, dans cette perspective, un courant de recherche déjà ancien, mais toujours en construction, s'attache à comprendre les logiques de production des modes d'habiter. Et sans ignorer les dynamiques macrosociales, ces recherches considèrent surtout des contextes à une échelle moins englobante. Elles resituent les individus dans leurs réseaux sociaux et familiaux, et elles portent une attention particulière aux trajectoires individuelles et familiales dans lesquelles les expériences habitantes s'inscrivent. Il s'agit ainsi de confronter, dans une démarche compréhensive, la question de l'espace, indissociable de celle du temps, et celle de la socialisation, c'est-à-dire notamment analyser les logiques de transmission, des goûts, des savoir-faire en matière d'habitat, ou encore de comprendre comment les trajectoires et les expériences passées participent à la construction des rapports résidentiels actuels. Par exemple, les recherches qui se développent sur le rapport à l'espace des enfants contribuent à ces réflexions et montrent que leur socialisation résidentielle est, comme pour les adultes, de plus en plus insularisée, pour reprendre l'expression de Martine Haleuve, c'est-à-dire éclatée dans de multiples lieux, concrets mais aussi virtuels, avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Des démarches méthodologiques telles que le recueil de récits de vie spatialisés qui permettent de saisir le caractère cumulatif des expériences vécues tout au long de la vie. Donc finalement, et pour conclure cette présentation à deux voix, l'un des défis théoriques et méthodologiques, qui n'est pas nouveau, mais qui s'impose à nous, sans doute, de manière accrue du fait de tous les changements sociaux que l'on a évoqués, l'un de ces défis consiste en une lecture dynamique des manières d'habiter et de cohabiter en ville par la prise en compte conjointe des multiples échelles spatiales et temporelles dans lesquelles elles s'inscrivent, c'est-à-dire non seulement observer aux échelles des individus et de leur espace de vie les conséquences des changements macrosociaux, mais aussi considérer la dimension quotidienne et évolutive des rapports au lieu, en les articulant aux trajectoires des individus et de leur entourage, et éclairer ainsi les processus de familiarisation, par exemple, ou encore associer l'analyse des dynamiques des pratiques individuelles et collectives à celles des dynamiques des lieux qui ont une influence réciproque. Je vous remercie. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors d'abord pour le rappel de ce qui se fait, et puis pour cette invitation à changer nos représentations compte tenu des bouleversements dans le rapport de nos sociétés à l'espace et au temps. Alors je vous propose, compte tenu du temps, de prendre vos observations et puis de vous demander à toutes deux après de répondre de manière globalisée si c'est possible. Oui. Bonjour, Michel Broutin, je ne suis pas chercheur, mais je suis habitant et membre d'associations qui s'occupent d'habitat participatif. Moi, j'habite, y compris en habitat groupé, depuis plus de 25 ans. Et sans être chercheur, nous avons fait, avec l'aide de Claire Cariou
et Anne Dorazio, une enquête justement sur ces habitats groupés qui habitent depuis 25 à 40 ans. Je interviens à la suite de ce qu'a dit Lucie Bonny, justement sur ces manières d'habiter autrement, le fait qu'elles peuvent répondre à des façons de résister à la vulnérabilité en temps de crise, et puis aussi qu'elles peuvent être facteurs d'innovation. Juste une interrogation, c'est sur justement les orientations de la recherche dans le sein du Réal dans les années passées et dans les années qui viennent. Marie-Christine Jaillet a déjà fait un bilan montrant le nombre de travaux de recherche qui étaient faits justement sur ces alternatives dans l'habitat. On en aura un petit bilan demain matin, je crois. Par contre, je suis surpris que ce soit justement cet atelier-là ou cette thématique-là qui n'existe plus dans la présentation des ateliers à venir dans les 25 prochaines années. Cet atelier semble s'arrêter alors que les 4 autres semblent se poursuivre. Hein. Alors, quelle peut en être la raison? Moi, il me semble que, d'après ce qu'a dit Lucie Bonny, c'est quelque chose qui est encore d'actualité et qui a un certain avenir. Donc, c'est cette structuration des recherches et de leur qui m'interroge et sur laquelle je vous interroge. Alors, là, je pense qu'il faut plutôt qu'on passe la parole aux chercheuses et chercheurs qui animent cet atelier pour donner la raison du fait que dans le programme demain après-midi des ateliers qui sont susceptibles de se poursuivre, cet atelier-là n'apparaît pas. Alors, juste quelques mots, mais on en reparlera demain, je pense. Pour dire qu'en fait, cet atelier, en tout cas pour le moment, il n'était pas nécessairement prévu de le poursuivre au sein du Réal pour des questions de force vive. Donc j'en profite pour faire un appel aux chercheurs qui seraient prêts à nous rejoindre. Mais il se poursuit en fait à l'échelle européenne et notamment au sein de l'ENHR dans un atelier qui aura certes un titre un peu différent, mais qui d'une manière ou d'une autre reprendra ou poursuivra ce type de réflexion et dont le titre sera celui de Collaborative Housing. Voilà. Mais si d'autres chercheurs sont prêts à nous rejoindre, dans ce cas-là, nous pourrions aussi poursuivre ces réflexions. Mais nous en reparlerons demain, je pense. D'autres observations, remarques, étonnements, ou cette invitation à bouleverser nos catégories de pensée vous laisse non pas dubitatif, mais interrogatif au point de ne pouvoir rien dire. Alors, Claire, Catherine, et puis peut-être qu'ensuite nos grands témoins y reviendront dans la séquence qui leur sera réservée. Donc, vas-y, Claire, Catherine, et puis après... Un mot à chaud, parce que c'est très inspirant ce qu'on a entendu. Je me demande, toujours avec ma préoccupation du temps long, si vraiment on ne retrouverait pas des débats de ce genre à des moments, alors certes historiquement beaucoup plus anciens, mais où justement le monde s'ouvre d'une autre, enfin géographiquement, ce rapport à l'espace. Et puis alors, très loin dans le temps, hein, au moment des grandes découvertes, tout d'un coup, quand dans la littérature en donne des traces avec des textes qui montrent tout d'un coup une révision générale de l'appréhension de l'espace et du temps. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à travailler aussi cela comme... certes, un moment bien particulier où tous nos fondamentaux de l'habité sont transpercés, j'allais dire traversés, c'est plus que ça, par ce que vous indiquez, mais aussi en lien avec peut-être des passés plus ou moins récents qui ont remis en travail ce rapport à l'espace qui va être bouleversé, enfin qui est déjà bouleversé. Et je pensais aussi, alors beaucoup
plus proche de nous, à des débats sur voilà, le quartier existe-t-il encore, ou les gens sont-ils tous hors sol. Enfin, cette question de la thématique de la consistance des différents espaces de l'habité, enfin moi ça me semble extrêmement intéressant, mais peut-être que c'est pas une absolue nouveauté. Alors ça l'est sans doute, mais pas pour tous les aspects. Enfin, ça serait intéressant de se rapprocher peut-être des philosophes, des historiens, encore une fois, qui ont travaillé sur ces questions. Oui, merci en tout cas. Moi, je pense que ça a été, ce qui est marquant, c'est la capacité à vivre. Parce qu'on pensait habiter la ville comme un point fixe. Et la nouveauté, c'est qu'on les recherches l'ont bien montré, on peut habiter plusieurs lieux à la fois, de manière et s'approprier plusieurs lieux et avoir une double identité. Parce qu'effectivement, on le savait par les migrants, on l'avait vu, mais on le découvre qu'avec la multiplication des lieux et des habitants, on peut, et c'est pas antinomique, on peut être de plusieurs endroits, on peut être ici et ailleurs, et on est à la fois fixe et mobile. Et on se vit fixe, on a besoin d'un point de fixité, mais on en a d'autant plus besoin qu'on a envie d'être mobile. Et c'est cette tension entre la fixité et la mobilité qui est intéressante. Et ça me renvoyait. Et je pensais qu'habiter la ville, c'est pas non plus aussi dormir dans la ville. Et on peut avoir cette impression d'habiter la ville parce qu'on est toute la journée dans la ville, que nos points de repère, c'est la ville, et que le soir, on rentre dans un autre lieu. Mais cette impression quand même d'habiter la ville, on l'a. Donc, en fait, il y a un continuum, j'ai l'impression, entre des points fixes et une mobilité extrême, mais qu'on voit bien que la mobilité extrême, ça pousse les sans-abri, renvoie quand même à ce besoin quand même d'un ancrage quelque part, qui soit un point fixe ou plusieurs, des points de référence. En fait. C'est des réflexions, hein, c'est pas des questions. Oui, ça n'a de sens en fait, justement, cette multiplicité, ça donne sens, le fait qu'on ait différents points. On avait fait, dans les années 70, au LASSO, ça s'appelait le LASSO avant, une recherche sur l'espace de la gare, ça s'appelait l'espace de la gare. C'était Jean-Pierre Fray, puis Henri Raymond. Et ils avaient très bien compris, parce que c'était commandité par la RATP ou la SNCF, je ne sais plus. Et en fait, ça a été une recherche sur l'espace du transport. C'est-à-dire que l'enquête a montré que l'espace de la gare, c'est l'espace de la gare pour l'aménageur, pour le gestionnaire, pour la SNCF. Mais l'espace de la gare, ça n'est qu'un point dans un long cheminement du banlieusard ou de l'usager qui arrive à son boulot et qui a toute une séquence transport qui n'a de sens. Et l'espace de la gare, c'est juste un petit point dans un ensemble. Et que ça ne se comprend qu'à partir de cette séquence du transport. Donc ça, c'était déjà un point de vue, comme toi, avec ce que tu dis sur la multirésidence, ça donne du sens à l'entre-deux, en fait. La séquence prend sens parce qu'il y a des entre-deux qui forment des points aussi importants que les points forts. C'est un exercice un peu difficile. Je vais clore momentanément, simplement parce qu'on est pressé par le temps. Remercier Marion et Lucie et remercier l'ensemble de celles et ceux qui se sont livrés à cet exercice un peu difficile, voilà, d'une promenade intelligente dans les travaux sur 25 ans avec des mises en perspective, des remises en question. Bon, bien sûr, on aurait pu poursuivre ce débat plus longtemps. On a probablement oublié des questions, mais il me semble que le parcours était en tout cas intéressant et invite aussi à poursuivre, bien sûr, ces travaux sans rien perdre de
la manière dont on peut les ancrer dans l'histoire de ces réflexions.